Nous allons parler de sécurisation de l'IA. C'est un sujet dont vous avez beaucoup parlé déjà, vous avez surtout écouté des choses pendant ce salon. Vous allez encore en parler. On va en parler maintenant dans les minutes qui suivent. De nombreux rapports et experts voient dans l'IA un moyen pour les cybercriminels de démultiplier la force de frappe de leur attaque. Par exemple, leur campagne de phishing ou de se faire passer, dans certains cas, pour votre patron, pour vous demander, par exemple, quand vous êtes responsable de la comptabilité, de signer des chèques grâce à des techniques de clonage vocal. D'autres problèmes se posent déjà et se poseront à l'avenir, car les hackers commencent à s'appuyer. Alors on n'a pas encore de preuves très tangibles, mais on subodore qu'ils commencent à s'appuyer sur des modèles existants pour construire leurs propres produits. Si l'attaquant dispose, on peut le croire, d'un certain avantage, tout n'est pas encore perdu, je vous assure. Et justement, on va voir avec nos intervenants pourquoi tout n'est pas perdu, parce qu'il existe des solutions, des méthodes et des approches pour commencer à se protéger. Et pour aborder ces sujets, nous sommes avec 4 invités aujourd'hui. Nous sommes avec Vincent Marais, partenaire chez KPMG. Vincent, bonjour. Prenez le micro, Vincent, je vous en prie. Bonjour voilà. À tous, bonjour à toutes. Voilà, comme ça, tout le monde vous entendra. Nous sommes avec Wendy Shin, fondatrice et CEO de PureCypher. Wendy, hi. Thanks for being with us. Nous sommes également avec Emmanuel KMB. Hi, Emmanuel. Hello, hello. Donc, Emmanuel is CEO of the National Robotics Standardization Committee. Will you explain a couple of minutes what is it about? Et nous sommes également avec William Ritchie. William, bonjour. Bonjour. Alors William, vous êtes CTO chez Custosi. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Thanks for being with us today. But before that, could you give us... Avant cela, est-ce que vous pourriez nous donner une introduction de votre entreprise et son domaine d'expertise? On va commencer avec vous, Wendy. Merci d'être resté pour le dernier panel du dernier jour. Je vous remercie vraiment d'être ici. Mon entreprise se concentre sur la construction de solutions pour soutenir l'IA. Il y a 2 gros problèmes auxquels il faut penser. Le premier, est-ce que ça a été formé sur des données authentifiées? Est-ce qu'il y a eu des influences ou est-ce que ce sont des fausses données? Deuxième chose, est-ce que cette IA est infectée avec des malwares? Donc, on a construit des solutions et c'est sur quoi on se concentre. C'est très high-tech. J'adore ce que je fais. Donc, en fait, j'ai fondé un laboratoire. Donc, j'ai toujours été dans la haute technologie moi-même. Emmanuel? Bonjour, je suis Emmanuel. Je suis de VDE UK. Donc, la branche d'une association donc un nom. Donc, sur un nom en allemand qui veut dire la Fondation pour l'électronique. Et donc, nous nous concentrons sur la sécurité des solutions électroniques dans le monde. Donc, on donne des conseils et également des politiques, également les standards, surtout le continent. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, je suis responsable de cela dans le groupe VDE, mais également nous avons différentes responsabilités au niveau britannique et européen, au niveau de la standardisation, normalisation de l'IA et d'autres choses. Merci d'être resté, c'est vraiment sympa. Donc moi je suis CTO d'un éditeur qui s'appelle Custosi et nous on fait de la détection d'intrusion dans le réseau. Et depuis 2018, on a décidé de mettre le paquet sur l'IA, de vraiment avoir une archi basée sur l'IA, de la détection basée sur l'IA. Et c'est des IA qu'on a codées avec nos petites mimines, on a tout fait from scratch nous-mêmes. Et notre manière de voir les choses, c'est de se dire qu'avec l'augmentation de la quantité d'attaques qu'il y a, une solution doit se baser sur l'IA et doit être en évolution permanente. Et c'est dans cette optique-là qu'on a créé Custosi. Et Vincent. Donc, je suis associé au sein de KPMG, cabinet d'audit et de conseil, qui aide notamment ses clients
entreprises à maîtriser leurs risques, plus précisément leurs risques technologiques et encore plus précisément leurs risques liés à des attaques cybersécurité, liées à la protection des données personnelles et liés aux risques, enfin les risques liés aux IA, risques qui peuvent être générés par les caractéristiques intrinsèques des IA, par exemple risque de biais, risques qui peuvent être liés à des attaques malveillantes sur des IA, exploitant des techniques classiques de cybersécurité, mais aussi de nouvelles techniques comme l'empoisonnement des données liées aux caractéristiques intrinsèques des IA, et puis des risques liés à une utilisation, comme ça a été évoqué, une utilisation malveillante des IA, comme par exemple les deepfakes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on gardera quelques minutes à la fin pour les questions-réponses. Je vais commencer par vous. Vincent, vous pouvez reprendre le micro. Lorsqu'on préparait cette discussion, il y a une expression que vous avez utilisée qui m'a beaucoup marqué, c'était le fait que l'IA ouvre un nouvel univers de risques. Pourquoi pour vous, justement, l'IA ouvre ce nouvel univers et qu'est-ce que vous entendez par nouvel univers de risques? Depuis 25-30 ans, on a des cyberattaques. Alors on a appelé, au début on faisait de la sécurité informatique, puis de la sécurité des systèmes d'information, puis de la cybersécurité, puis de la sécurité numérique. Bon, quel que soit le terme, mais en gros, on a des systèmes informatiques, on a des réseaux, on a des programmes informatiques, et tout ça est très divers, mais il y a quand même des fondamentaux, et notamment un certain déterminisme, c'est-à-dire que quand vous calculez un hash, c'est le même, ça va donner le même résultat. Si vous faites tourner l'algorithme N fois sur les mêmes données, ça va donner le même résultat. Si vous avez un firewall avec des ports ouverts, si vous faites un scan de port, ça va donner le même résultat modulo des pertes de paquets. Mais alors qu'avec l'IA et notamment les IA basées sur les réseaux de neurones, vous rentrez dans un monde qui est un peu moins déterministe et un peu plus probabiliste. Et puis là où vous étiez principalement sur du code qu'on peut écrire, qu'on peut lire, qu'on peut comprendre, vous vous retrouvez dans des fonctionnalités, des capacités qui proviennent d'un apprentissage par rapport à des données et qui sont beaucoup moins facilement compréhensibles, explicables. Et donc, alors évidemment, vous avez les IA sont aujourd'hui, c'est jamais que des ordinateurs, des mémoires, des disques durs, et donc vous vous retrouvez avec tous les risques classique, quelqu'un qui prendrait le contrôle du front-end de OpenAI pourrait faire beaucoup de choses intéressantes, mais vous avez aussi des nouvelles typologies d'attaques. J'ai cité l'empoisonnement des données, vous avez aussi l'insertion de backdoor, vous avez le prompt injection, vous avez les attaques adversariales. Alors, souvent, il y a des connexions avec ce qu'on connaît déjà dans le monde de la cybersécurité classique. Par exemple, en monde de la cybersécurité classique, on parle de backdoor, mais c'est parce qu'on a modifié du code. C'est pas parce qu'on a injecté des données d'apprentissage spécifiques. Donc, il y a des choses qui font écho à des choses existantes, mais il y a vraiment une nouveauté. Et comme ça va très vite, cette nouveauté, il faut apprendre rapidement à la comprendre et à la maîtriser pour pouvoir mettre en place des protections adaptées. William, est-ce qu'il existe des preuves de ces attaques? Les experts, vous n'êtes pas forcément tous d'accord. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Je vois Wendy qui opine, qui semble être d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des preuves concrètes que les organisations, les systèmes d'information commencent à être sous le feu d'attaques produites à partir d'IA? Alors oui, donc absolument. Donc si on regarde dans la littérature académique, ou même si on regarde des watchdogs comme la NCSC, ou même si on regarde, quand on a interrogé genre 800 spécialistes de la cybersécu, la menace croissante qu'ils voient de plus en plus, c'est des attaques à base d'IA. Donc au moins du code généré par IA ou une assistance par IA, un chatbot par IA, qui non seulement abaisse la barre,
qui permet à des gens qui étaient peut-être pas très bons de rentrer dans le jeu et de faire des attaques plus complexes que ce qu'ils pourraient faire sans ces outils-là, mais de les accélérer. Donc générer le code plus rapidement, passer les étapes plus rapidement. Et en plus, au niveau reconnaissance, on arrive à un niveau de sophistication extrêmement élevé. Donc, je ne sais pas si vous voulez le faire, mais faites un exercice un peu mégalo où vous rentrez votre nom dans ChatGPT et vous dites qui est cette personne-là. Donc, moi, j'ai fait cet exo un peu mégalo. Et en fait, il me sort des choses qui montrent qu'en fait, il a fait plus qu'une recherche Internet. Il me dit, cette personne a connu tel et tel collaborateur à Marseille. J'ai fait ma thèse à Marseille. Et pour qu'il connaisse ces noms-là, il devait connaître mes collaborateurs, il devait savoir la durée de ma thèse, exactement dans quel institut, et il devait connaître les collaborateurs de mes collaborateurs. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'une recherche Internet. Donc pour faire tout un check de background et faire de l'investigation sur une personne, c'est un outil qui est incroyable, qui décuple les forces de quelqu'un qui va aller faire de la reconnaissance. Wendy, it seems that you agree with William. Donc il semblerait que vous soyez d'accord avec William. Tout à fait. Le FBI aux États-Unis, etc., nous conseillait des gens sur la fraude. Au lieu de ChatGPT, il parlait de fraude GPT. Donc, qui aide les hackers, les pirates, à être beaucoup plus, à faire du phishing, du scamming et tout ça, beaucoup plus réaliste. Et un autre site web qui vous permet, si vous voulez faire le bien, vous pouvez créer des modèles. Et si vous voulez faire le mal, vous pouvez créer des modèles d'IA pour faire le mal. Et nous, on a fait des deux côtés pour pouvoir renforcer les protections et pour déterminer des mécanismes de défense. Emmanuel, il y a différentes opinions sur l'IA aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on peut atteindre des terrains d'entente sur les États-Unis ou la Russie quand on parle de la sécurisation de l'IA? Alors, venant de la normalisation, c'est exactement ce qu'on fait tous les jours, c'est déterminer des consensus. Ils sont volontaires, ce qui veut dire qu'en fin de compte, si on fait, si vous voulez que les contributeurs les adoptent, il faut que tout le monde soit autour de la table. Alors, ça pose des problèmes, évidemment. Hein. On est par rapport aux pays, des sociétés qui ont des valeurs différentes, mais ce qu'on voit ici, c'est des consensus sur lesquels on peut être d'accord. Surtout avec des technologies comme l'IA, c'est pas dans un seul pays, hein, évidemment. Les talents peuvent être peut-être pour un modèle cœur peut être aux États-Unis, mais les données sont collectées partout sur le web. Hein. C'est peut-être fait dans le sud, comme le Kenya, par exemple, quand on parle de labellisation. Donc, même pour sécuriser les systèmes d'IA, devient vite une discussion mondiale. Donc, la façon dont on a approché cela, c'est tout d'abord en étant en faveur, poussant pour avoir un forum au niveau national et international, l'OCDE par exemple, qui ont vraiment commencé à s'y intéresser pour rassembler les entreprises, mais également aux Nations Unies, qui couvrent tout le spectre des systèmes. Et depuis là, de notre côté, il y a également c'est rassembler la société pour se mettre d'accord sur ce qu'on doit faire sur la sécurité. C'est là où la normalisation entre en jeu, où les grandes organisations et les petites startups, les PME, des philosophes se mettent autour de la même table au niveau national et européen et international, ou sur tous les projets, et voir essayer de s'aligner avec les conseils qui ont été faits. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais en tout cas, est-ce que... Non, j'ai une autre question, si vous voulez. Si on regarde aujourd'hui, si on prend les Européens, on fait par exemple la loi sur l'IA, donc il semble d'un point de vue européen, du côté européen, que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une façon sécurisée de contrôler l'IA. Mais si on regarde par exemple le marché US, ils sont beaucoup plus intéressés à l'ouverture de l'IA. Donc,
ces points de vue sont différents. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on crée une façon commune, manière commune de sécuriser Emmanuel et William. Je pense que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Alors, très rapidement, tout à fait. L'Europe, on a ce concept de valeur européenne, spécificité. Oui, si j'arrive à le prononcer, spécificité. Donc je l'ai entendu tellement parler, en termes de normes européennes. Et bien qu'on soit les leaders dans la technologie sur ces problématiques, peut-être dans d'autres pays, ce n'est plus une priorité, première priorité. Ce qu'on a vu, surtout avec la loi sur l'AI Act, maintenant d'autres entreprises, donc on doit aller éteindre d'autres incendies. Donc il faut se conformer à notre législation alors, ce n'est pas uniquement les Américains qui considèrent ça, mais également les Chinois. Et il y a des choses avec lesquelles on ne pourrait pas être d'accord, mais il y a également des zones de superposition et où on peut avoir un consensus mondial. Il semblerait que les États-Unis soient assez actifs cette année, qui ont mené le développement. Ils ont maintenant un institut qui promeut non seulement... C'est une institution importante parce que beaucoup des entreprises qui ont une projection dans le digital sont situées là-bas. OpenAI, les Google, tout ça. Alors, en disant... vu qu'ils sont... ce qu'on voit, c'est qu'ils peuvent utiliser des langages différents, mais quand on regarde complètement, dans les actes, c'est la même chose qu'on demande. Donc, c'est une question de présentation à ce stade. Je suis absolument d'accord qu'on partage des valeurs qui sont les IA qui sont à risque. Il faut mieux les contrôler ou mieux les comprendre, les IA à risque. Le problème, c'est dans la définition d'une IA risquée. Qu'est-ce qui fait qu'une IA est risquée ou pas? Et si on regarde dans l'IA Act de l'Europe, ils définissent sur les LLM des IA à grand risque, des LLM à grand risque, des IA où il y a plus de 10 puissance 25 opérations pour les entraîner. Donc plus c'est gros, plus c'est dangereux. Ok, on peut inventer des modèles plus petits extrêmement dangereux, et dans ce cas-là, la réglementation change. Donc je pense qu'on est absolument d'accord sur le fait qu'il faut contrôler les IA qui sont plus à risque, mais comment on définit des IA à risque? Et en plus, il y a des flous juridiques énormes autour des IA pour la défense, pour le militaire. Et au final, comment vous allez faire pour police it, comment on va faire pour renforcer ça? Donc les gens, il y a tellement de startups, vous n'allez pas surveiller tous les startups, tous les modèles de tous les startups, toutes les boîtes. C'est la difficulté, elle est là. Wendy, if you want to say something about that. Mon opinion personnelle sur cela, c'est que d'abord, l'IA, c'est qu'on parle de... Donc, plus on a de couches, de mots compliqués, c'est de moins en moins transparent. Donc, si on ne sait pas d'où on vient et ce qui se passe entre l'input et l'output, comment est-ce qu'on peut faire confiance à cela? Simplement, on ne sait pas. On sait comment en faire, on ne sait pas comment on passe de A à B. On ne sait pas exactement comme notre cerveau fonctionne encore d'un point à un autre. Donc ça va être difficile de mettre une normalisation, une norme ou un contrôle quand on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne ou ce qui a été construit. Première chose. La deuxième, malheureusement, je ne peux pas parler pour l'Europe, mais aux États-Unis, si une entreprise a quelque chose sur... ils arrêtent et le prix augmente. Donc c'est une question de revenus. Je ne pense pas que ChatGPT devrait être sorti quand il a été sorti. On ne savait pas comment l'utiliser. Ça va tellement trop vite. C'était trop tôt. Oui, tout à fait. Ça n'aurait pas dû être sorti. Et pourquoi c'était sorti? Pour l'argent. Pour l'argent. Donc on a ce genre de soucis ce genre de problématique qu'on a aujourd'hui. Au fur et à mesure que l'IA, quand on a OpenAI qui a QStar,
que j'espère ils ne vont pas sortir. Si on parle de Q-Star dans le monde, en fait, c'est une intelligence artificielle qui est complètement artificielle, qui va aller très vite. Il faut s'assurer que l'IA fasse ce qu'on le demande à faire avec un plus petit modèle qui est plus important, parce qu'on a des énormes modèles. Les ChatGPT du monde utilisent tout l'Internet. On ne sait pas vraiment ce qu'ils apprennent. C'est trop difficile à comprendre. Mais on peut comprendre un modèle de langue avec ses propres données et travailler mieux et de façon plus sécurisée. C'est vraiment ce à quoi il faut réfléchir aujourd'hui. Le premier danger de l'IA est en fait l'IA elle-même. Comment est-ce qu'on peut éviter, et cette question est pour vous, Wendy, comment est-ce qu'on peut éviter l'empoisonnement des données et comment est-ce qu'on peut savoir si un modèle est infecté ou pas? Alors, oui. Alors, les personnes ne pensent aux fausses données jusqu'à ChatGPT. Même les gens n'y pensent pas vraiment. Ah, il y a des fake news, des fake images, des images fausses, tout ça qui sort. Et l'intégrité des données n'a jamais été une clé qui a été mise en place. On a une loi aux États-Unis qui parle des données privées, de l'intégrité, de sécurité, mais ils n'ont jamais pu vraiment faire la police des données en termes d'intégrité. Donc à l'heure actuelle, on entend des consortiums qui mettent des filigranes pour savoir que c'est généré par l'IA, des images, etc. Mais à mon avis, si on met des filigranes en disant que c'est généré par l'IA, c'est pas assez. On a besoin de faire des filigranes sur tous les types de données pour garantir que ce sont des vraies données. Donc du Louis Vuitton, par exemple, ils veulent juste s'assurer que vous achetez mes produits, voilà comment on peut dire que c'est un vrai Louis Vuitton. Donc voilà ce qu'on veut faire, c'est garantir les données. C'est comme ça qu'on peut au moins savoir qu'on forme qu'il n'y a pas d'atteinte aux données ou d'empoisonnement des données. Donc s'assurer que ce n'est pas infecté. Il y a plusieurs façons de faire ça. L'une des choses qu'on regarde, qui n'est pas nouveau, c'est les systèmes immunes artificiels. Ils existent depuis les années 70, mais ça n'a jamais vraiment mis en place puisqu'on n'en avait pas besoin. Mais aujourd'hui, on a besoin. Comme le corps a besoin de se battre contre les virus, l'IA a besoin d'avoir des vaccins contre d'autres attaques d'IA parce que c'est ce qu'on voit déjà. L'injection s'est faite très facilement avec ChatGPT. Et des attaques, c'est très facile. C'est 3 types. Et l'empoisonnement, les attaques, les mauvaises données et ensuite le DDoS pour essayer de injecter des malwares dans le modèle. On fuit des fois sur le fait qu'on pense que beaucoup de concepts comme les biais dans les données, comme la protection d'un modèle et les déviations d'un modèle par rapport à leur standard d'origine sont des concepts nouveaux. Ça s'appelle de la data science et il y a des gens qui sont entraînés dans ça depuis des vingtaines d'années. Donc c'est juste des bonnes pratiques, mais c'est ce qu'a dit Wendy, c'est des choses qui existent depuis longtemps, mais on n'y fait attention que maintenant. Mais donc les solutions à ces choses-là, on en a pas mal. Donc cloisonner les modèles, par exemple. Déjà nous, ce qu'on fait en interne, c'est régulièrement des audits. Est-ce qu'on connaît tous nos modèles? Est-ce qu'on est au courant de tous les modèles qu'on a à l'intérieur? Parce que des fois, on fait un audit et on est surpris, on a des vingtaines de modèles de machine learning qui tournent, alors qu'on pensait peut-être pas en avoir autant. Donc, est-ce que ces modèles est-ce que ces modèles suivent leur intérêt business? Est-ce qu'on les connaît tous? Est-ce qu'on peut faire un répertoire de toutes les données d'entraînement qui ont servi? Et nous, on les cloisonne. Donc, on fait en sorte qu'un client qui veut avoir accès à ce modèle, on peut lui donner un snapshot du modèle, mais il n'a pas le droit de le faire tourner, il n'a pas le droit de faire des inférences dessus. Donc, le cloisonnement, pour nous, c'est une solution. Et évidemment, connaître tous les modèles qu'on a à l'intérieur de sa société. Vincent, quelles sont les autres méthodes que vous voyez pour assurer la protection de l'entreprise, notamment face aux dangers que peuvent représenter et que représenteront les IA demain? Alors, je pense qu'il y a le sujet des risques intrinsèques liés aux IA, les biais par exemple, ou l'explicabilité. Bon alors, oui, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. Enfin, les biais, ça date pas
c'était même avant les réseaux neuronaux, hein, parce que c'est des choses qui existent même sur des modèles très simples. L'explicabilité, c'est apparu plutôt avec des modèles complexes de type réseau. Enfin, le problème de manque d'explicabilité, c'est apparu avec des réseaux de type neuronaux. Et aujourd'hui, il y a des approches, il y a des techniques, mais il n'y a pas, comme on peut avoir en cybersécurité. Je ne dis pas que tout est résolu en cybersécurité, mais quand vous mettez un firewall pour interdire tous les accès sauf à un port, tous les accès sauf à un port sont interdits. Sur des sujets de biais, sur des sujets d'explicabilité, c'est encore souvent des sujets de recherche. Vous avez ensuite les attaques malveillantes, et ça c'est plus nouveau, parce que l'empoisonnement des données, les attaques adversariales, c'est le premier papier sur le sujet est apparu il n'y a même pas 10 ans. L'empoisonnement des données, c'est 2017, je crois que ça a été, il y a eu les premiers papiers académiques sur le sujet. Et là aussi, il n'y a pas vraiment de solution absolument béton qui a été trouvée. Ce qui est assez amusant, c'est que vous voyez des papiers académiques qui présentent une attaque, et puis 6 mois plus tard, vous voyez des papiers académiques qui présentent des défenses sur ces attaques, et puis 3 mois plus tard, vous voyez des papiers qui montrent comment on contourne les défenses. Donc là aussi, aujourd'hui, il n'y a pas de méthode absolument béton, absolument incontournable, et c'est encore des sujets de recherche. Ensuite, il y a aussi des méthodes toutes simples, si l'on peut dire. Évidemment, l'empoisonnement des données, si vous protégez vos données, c'est en écriture, voilà, personne ne peut venir mettre des données malveillantes pour empoisonner les données. Vous avez aussi maintenant des protections. Alors, vous avez des protections au niveau de la collecte des données, contrôle d'accès aux données, sur la préparation des données, pareil. Vous avez des protections au niveau de l'apprentissage. Vous avez par exemple, des algorithmes d'apprentissage qui sont modifiés pour, par exemple, assurer la protection des données personnelles durant l'apprentissage. Et puis vous avez, et on le constate quand on utilise ChatGPT, vous avez maintenant des protections. Quand vous soumettez des données à ChatGPT, elles sont dûment analysées pour éviter des attaques de type injection. Et puis, vous avez des protections en sortie, c'est-à-dire que le contenu généré par ChatGPT va repasser par des filtres pour vérifier que on n'a pas des horreurs qui seraient parvenues à contourner les protections en amont. Voilà. Et donc, et puis on a parlé tout à l'heure de vol de modèles. Hein, il y a des techniques pour aller voler des modèles en soumettant de grandes quantités de requêtes sur des API. Et bien là, vous avez des trucs très classiques de limiter le nombre de requêtes suivant des adresses IP, de mettre de l'authentification, etc. Donc, il y a toute une foultitude de techniques, certaines très simples, certaines très éprouvées, aux différents stades, depuis la collecte des données jusqu'à l'inférence. Et puis, tout ça, c'est un jeu de chat et de la souris avec des attaquants qui sont créatifs, qui trouvent des nouvelles attaques, qui contournent les protections. Et puis, ça, c'est la cybersécurité depuis 30 ans. Si on regarde, j'ai une question pour vous, William, si on regarde l'interne aujourd'hui et par rapport à ce que vous décriviez un peu plus tôt autour du cloisonnement, lorsqu'on a cloisonné et qu'on a des salariés comme ceux qu'on a certainement dans la salle qui sont très disciplinés, qui n'utilisent pas des solutions qu'on leur a pas conseillé d'utiliser, ainsi de suite, ça c'est le meilleur des cas de figure. Je suis sûr qu'il n'y a que des bons élèves là avec nous aujourd'hui, mais dans toutes les entreprises, ça se passe pas de la même façon. Alors il y a ChatGPT, il y en a qui aiment bien s'amuser avec, j'en connais quelques-uns qui aiment bien s'amuser avec Claude d'Anthropic, certains qui jouent un peu avec Gemini de Google. Dans le meilleur des cas, on est au courant. Parfois, on n'est pas au courant. Ils peuvent mettre des données qui sont particulièrement sensibles sans que personne ne le sache. C'est très pratique pour eux, pour les plans marketing, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on sécurise? Comment est-ce qu'on s'assure que l'IA ne crée pas de problème dans un contexte où on a de plus en plus, et avec la multiplication des modèles, on aura de plus en plus de risques de voir se développer du shadow IA, ce que vous disiez tout à l'heure, et du fait qu'en plus, on va avoir des modèles qui vont être configurés, spécialisés pour répondre à l'entreprise. Donc ça va faire peut-être 3, 4, 5, comme le cloud, 5 modèles de cloud d'entreprise, 5 modèles d'IA. Comment est-ce qu'on fait justement pour avoir une méthode de protection qui évite éviter, compliqué, mais limiter en tout cas les risques?
Donc ce qui est difficile parce que quand vous regardez un modèle comme GPT-4, il est tellement meilleur que 3.5. Tellement meilleur. Et vous pouvez hoster en local des petits modèles très spécifiques de votre secteur d'activité, mais vous n'aurez pas accès à la généralisation d'un modèle comme GPT qui est global et qui va vous donner des réponses dans des contextes super. Et donc vous allez toujours vouloir le dernier ChatGPT. Vous allez toujours vouloir le 4, le 5 quand ils sortent parce que c'est un ordre de grandeur de mieux que l'autre. C'est difficile d'empêcher les gens. Donc nous, notre approche, c'est de se dire, on va évaluer le risque. Quel est le risque pour nous, pour notre entreprise? Donc faire une attaque pour extraire du contexte sur Custosy, sur notre produit, ça impliquerait pas mal d'argent, pas mal de temps. Et vous devez avoir énormément de contexte pour faire une attaque par injection et aller récupérer des données sur nous. Donc il y a certains secteurs où on va le permettre, on va permettre l'utilisation de ChatGPT parce qu'on se dit les gens n'ont pas suffisamment de contexte pour faire une attaque assez évoluée pour extraire une donnée sensible là-dedans. Mais vous devez vous tenir. Il n'y a pas de balle d'argent, il n'y a pas une solution miracle qui va vous en protéger. Vous devez évaluer le risque sur chaque secteur de votre activité. Wendy, more or less same question for you. How do you... Wendy, plus ou moins une même question pour vous. Comment pensez-vous qu'une entreprise peut se protéger quand vous avez, par exemple, un IA public et autorisé que les gens dans l'entreprise peuvent utiliser et vous avez un Shadow AI qui est utilisé par d'autres membres de l'entreprise et personne n'est au courant qu'ils sont en train d'utiliser? Avant tout, je vous ai dit avant que l'industrie des banques, ils ne permettent pas l'IA dans leur environnement, mais vu qu'ils utilisent Microsoft et Microsoft Bing et maintenant de l'IA générative, ils ont des problèmes. Ils ne savent pas vraiment comment détacher les deux. Shadow IA, du moment que ce n'est pas connecté au monde, ça ne fait pas autant peur qu'un IA qui est connecté à l'Internet. Donc, comment on peut résoudre ce problème? Je pense vraiment que l'environnement et Quantum doivent changer d'un réseau distributif à un qui est semblable à un réseau central, avec des containers vraiment grosses dimensions qui interagissent de manière sécurisée avec l'extérieur, comme le monde de l'unité centrale qui définit l'accès. Je pense que c'est là qu'on doit aller parce qu'avec les ordinateurs quantum, le SSL ne sera plus sécurisé. Donc tout le modèle d'informatique doit être changé pour voir comment on doit évoluer et comment évoluent les menaces du point de vue technologique et peuvent avoir beaucoup d'avantages mais également beaucoup d'inconvénients. Par rapport à l'attaque et à la défense, on sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui testent, il y a pas mal d'experts qui testent. Quand on entend qu'une solution a été en mesure de fonctionner, il y a quelqu'un qui va essayer, un autre expert qui va tout faire pour la casser. Si je me mets à la place des ciseaux 30 secondes, j'imagine que c'est très compliqué à vivre au quotidien. Comment est-ce qu'ils peuvent justement évoluer et composer une sécurité, notamment en matière d'IA, quand une solution, une approche qui est présentée comme sûre 10 jours avant est complètement rendue obsolète 10 jours après parce qu'il y a un chercheur qui va montrer qu'il y avait une faille et que finalement c'était pas la solution qu'il fallait. Alors, les temps sont un peu plus longs, mais c'est vrai que je suis tombé sur des papiers où littéralement 3 mois après la publication d'une solution de défense, elle était cassée par une nouvelle solution d'attaque. Donc ça va quand même assez vite. Je pense que les ciseaux, ils sont habitués à un truc qui est un peu bête et méchant, mais qui s'appelle la défense en profondeur. Voilà. Donc, et puis la réduction de la surface d'attaque, c'est un peu ce qu'on a évoqué. C'est là où je pense que les ciseaux doivent. Alors évidemment, il faut pas. Ça fait que depuis quelques années que les ciseaux ont appris qu'il fallait pas systématiquement dire non. Donc il faut être dans une coopération, il faut être dans une pédagogie. Il faut être dans une collaboration parce que vous pouvez pas aller dire à une direction générale, vous savez quoi, on va stopper tout développement, tout use case sur l'IA générative parce que ça va juste pas passer. Par contre, je pense qu'il y a une vraie nécessité
de coopération. Il y a des sujets que les ciseaux traitent tout seuls parce que c'est des sujets techniques qui et transparents pour les utilisateurs, les métiers. Mais sur le coup, je pense qu'il y a une nécessité de coopération avec les métiers, avec les data scientists. Déjà parce que il y a des sujets, des sous-jacents technologiques que les équipes des ciseaux ne maîtrisent pas parce que c'est pas leur boulot et qu'ils n'ont pas eu la formation. Et donc il faut qu'ils aillent chercher l'information auprès des data scientists et puis il faut qu'ils en profitent pour aussi un peu sensibiliser, éduquer les data scientists sur l'aspect malveillance, sur l'aspect risque de piratage avec les attaques cyberclassiques. Alors oui, les données d'entraînement, c'est pas open bar. Voilà, il faut les sécuriser. Donc peut-être pas toujours dans la culture des data scientists. Et je pense que voilà, on est plus que jamais dans une nécessité de coopération transverse, et je parle même pas des juristes, pour essayer de trouver le bon momentum, le bon équilibre entre l'innovation, le développement, le progrès, et puis la maîtrise des risques. Wendy, you wanted to say a few words about that. Wendy, vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Oui, n'oublions pas que l'IA peut faire beaucoup de bien, pas seulement beaucoup de mal. Nous pouvons utiliser l'IA pour nous défendre contre des intrusions. Ce n'est pas parce que c'est une attaque qui est basée sur l'IA, on sait qu'il y aura des attaques, on sera attaqué. On peut utiliser l'IA pour créer, pour regarder à notre ligne de base, notre réseau, nos comportements. On peut utiliser l'IA pour défendre notre environnement. Mais il faut s'assurer que notre IA qu'on utilise a une bonne formation, n'a pas été infectée. Et la manière de le faire, c'est s'assurer que les données sont sécurisées. Et au fur et à mesure qu'on continue à l'utiliser, s'assurer que les données sont bonnes et vérifier par rapport aux résultats, par rapport aux paramètres. Parce que s'il commence à dévier, alors on sait que l'IA a des problèmes. Mais dans un âge de IA, on doit vraiment voir l'IA comme outil pour pouvoir lutter contre l'IA. Et I agree completely with you. Et personne n'attaque plus la solution Custody que Custody. Nous, on a des serveurs entiers dédiés à l'attaque de nos modèles en permanence. Donc, on a en ce moment-là des choses qui calculent en permanence. On fait tourner des modèles adversariaux sur nos modèles pour comprendre où sont nos failles. Donc, personne ne nous attaque plus que nous-mêmes. Et je suis d'accord avec Wendy, si vous arrivez à sécuriser vos données d'entraînement sur vos modèles adversariaux et que vous utilisez en permanence des modèles adversariaux à l'intérieur de vos IA, vous pouvez vous assurer une certaine tranquillité sur le fait que vos modèles ne driftent pas et que vos modèles restent robustes dans tous les cas de figure. Voilà. Est-ce que moi, je peux juste poser une question? En fait, je vais revenir sur un point, mais c'est parce que j'y tiens beaucoup. C'est sur l'explicabilité. Et l'explicabilité des IA. Et en fait, ça a été très facile parce qu'au début, on utilisait des modèles à arbres qui étaient naturellement explicables. Puis on est passé sur le réseau de neurones. Et là, les gens parlaient de boîte noire, mais on avait quand même des techniques comme SHAP et Lime, qui c'était des techniques qui permettaient d'expliquer quand même une partie de comment un modèle prenait une décision. Maintenant, les modèles sont devenus encore plus complexes, mais l'explicabilité est devenue plus simple quelque part parce qu'on a ce qu'on appelle des couches d'attention. Dans la plupart des IA modernes, on a ce qu'on appelle une couche d'attention qui permet de comprendre ce sur quoi l'IA porte son attention, comment elle a fait pour prendre sa décision. En plus, on a des couches qui s'appellent des couches d'embedding. Et les couches d'embedding, ça nous permet de savoir quel concept l'IA rapproche. Donc elle comprend ce concept et qu'est-ce que ça lui permet de comprendre. Quand est-ce qu'on sera satisfait de l'explicabilité des IA? Où est la barre pour dire en fait c'est une boîte noire ou c'est pas une boîte noire? Parce que personnellement, moi je trouve qu'on les explique assez bien. Emmanuel. J'aime bien la discussion qui va dans le côté technique ici. Il y avait un moment où les réseaux neuronaux étaient des machines physiques. On pouvait les ouvrir et regarder dedans. C'était physique. Il y avait des câbles, au moins les prototypes initiaux. Et on pouvait complètement les expliquer parce qu'on pouvait le voir.
et tout était utilisé par des humains qui les concevaient et ils faisaient des calculs, donnaient un entrant et il y avait un résultat qui sortait. Ce qui a changé avec le temps, c'est que nous avons ce processus de design qui est contrôlé par un algorithme et on espère qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire en théorie. Et le câblage n'est pas fait par des humains, mais sur des données qu'on a récoltées. Et c'est là où ça devient un peu opaque. Que ce n'est pas une boîte simple qu'on peut juste ouvrir, mais cette boîte a des millions, des trillions de câbles et la manière dont ils sont connectés et la manière, c'est une chose que, voilà, on a un peu de compréhension sur comment ils sont connectés parce qu'on a l'algorithme qui a été utilisé, mais sur le câblage et le modèle de décision, c'est quelque chose qui est vraiment en dehors de toute capacité technique que nous avons aujourd'hui. Et également, ces décisions ne sont pas des câblages unidirectionnels. Et donc, parfois, la réponse vient sur une historique et parfois, c'est une réponse différente. Et c'est beaucoup biaisé par les détails. Et voilà. Et ça, c'est vraiment un défi sur lequel William et Vincent ont parlé, dans le sens qu'on a des surfaces d'attaque sur les données en elles-mêmes. Sur la base de ce qu'on a mis comme données, ça va donner des résultats. Et également l'algorithme et la formation, il y a des attaques qu'on peut avoir dans le réseau. Et la dernière partie, sur les modèles de langage plus élargis, on essaie de s'adapter au fur et à mesure. Et ça veut dire que même notre timing, si quelqu'un donne une entrée particulière, ça change la manière dont le processus est géré. Et donc, c'est beaucoup plus complexe que les réseaux qu'on avait dans les années 70. Et ça, c'est le défi que nous avons dans l'IA. Et je dirais que la sécurité des logiciels est très difficile, mais quand on a un logiciel où on ne comprend pas bien les règles et qui change en fonction de l'utilisateur qui l'utilise, alors là, le problème, le défi devient de plus en plus grand. Oui, c'est vrai, mais ça dit, voilà ce que je cherche, voilà comment je prends mes décisions, et voilà ce que j'utilise pour prendre mes décisions. Parfois, j'ai le sentiment qu'on demande plus à un IA qu'à un humain. Parfois, on ne peut pas comprendre beaucoup mieux un être humain, mais on peut lui demander comment tu as pris des décisions. Mais on ne s'imagine pas de connaître comment nos neurones sont connectés. Wendy, allez-y, et après Emmanuel. Oui, encore une fois, c'est là où la responsabilité vient en place. Donc, quand quelqu'un l'explique, si quelqu'un a pris une décision, il est redevable de ça. Mais quand le système le fait, qui est responsable? Et si l'IA décide de dire à quelqu'un de se tuer, voilà, ça s'est arrivé, quelqu'un s'est tué, et c'est pas de notre faute, c'était dans les données. Donc, la diffusion de responsabilité est vraiment très fine. Et tu as raison, on demande de plus en plus, mais c'est parce que la responsabilité est différente. Je voulais juste commenter sur les réseaux de neurones profonds. Je les ai construits et je les ai vus d'un côté à l'autre. Et c'est incroyable de voir comment on va d'ici à là, parce que les biais changent. Et donc, quand on a l'IA générative qui est modelée avec des milliards d'entrées, ça devient vraiment complexe. C'est comme le cerveau. Donc, d'une couche à une autre, c'est très difficile de comprendre pourquoi est-ce que cette entrée, cet input a été enlevé, pourquoi c'est connecté à l'autre nœud. Et ensuite, des centaines de niveaux plus tard, voilà le résultat. Ça, c'est le problème qu'on a. Et on essaie de résoudre ce problème. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui disent, OK, on a des éléments humains et on peut décrire et on a formé l'IA avec des connaissances humaines et on comprend comment l'IA est passée de A à B. Mais dans toutes ces couches, on ne comprend pas cet aspect-là. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et bien entendu, on veut le résoudre. Est-ce qu'on a encore la solution? Je ne pense pas. Pas encore. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on a un AI Act qui va bientôt être promulgué. Et en fait, quand vous regardez le niveau d'exigence de l'IA Act sur les IA risquées, à haut risque, en fait, il y a des exigences qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment totalement systématiquement remplir, en fait.
Et à tel point qu'il y a des normes qui doivent sortir, mais les normes, on les attend, hein, et on ne sait pas forcément quand elles vont sortir, parce que ce sont des sujets de recherche. Voilà, c'est pas des choses qui sont, c'est pas des choses routinières, c'est pas des choses qu'on sait faire depuis des dizaines d'années, c'est des choses qu'on est en train d'apprendre à savoir faire. Et avec des attaquants alors bon, parfois les attaquants c'est des chercheurs, mais c'est le principe, c'est qu'on cherche dans toutes les directions et on laisse pas la recherche sur les attaques au seul attaquant, voilà, parce que le meilleur moyen de protéger, c'est aussi de pousser aux limites et de trouver les méthodes d'attaque. Mais moi, ce qui me frappe avec l'IA, c'est que il y a des exigences qui sont tout à fait légitimes, hein, sur la robustesse, l'explicabilité, la transparence. Mais ok, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Je pense qu'il y aura pas mal de moments où ça va être un peu des questions ouvertes. Voilà. J'aimerais juste, avant de donner la parole à Emmanuel, qu'on se garde quelques minutes, parce que le temps passe vite pour les questions-réponses, et qu'on dise quelques mots sur une notion que Wendy a abordée tout à l'heure, c'est la protection de l'IA. But before that, Emmanuel, you wanted to say something? Avant ça, Emmanuel voulait dire quelque chose? Ce que Vincent a dit avant. Oui, je suis d'accord. Je voulais répondre à des questions de manière concrète. Vous ne savez pas quand les normes vont arriver. Au niveau européen, on nous a donné 2 ans. 2 ans après que le AI Act va venir, donc qui a été signé il y a 3 semaines. Donc très bientôt, il y aura plein de standards qui vont arriver. Mais la deuxième chose, c'est que certaines exigences sont très difficiles à atteindre. Et c'est là où je dirais la solution doit être prise à plusieurs niveaux. Donc déjà maintenant, il y a le ISO 42001. Une des choses que les standards font, les normes font, et c'est à travers en Europe, ça permet à la législation d'être beaucoup plus précise. Il y a beaucoup de choses dans le IA Act qui sont dans la technologie. Comment on peut y arriver du point de vue technique, c'est ce qu'on veut le faire du point de vue des normes, avec la collaboration des experts, de l'industrie, de philosophes même. Est-ce qu'on devrait faire ça? Ce sont des grosses questions. Donc, il y a une norme 42001 qui essaie de voir la gestion de l'IA, et c'est une perspective différente par rapport à l'IA sécurisée, comment c'est utilisé de manière sécurisée. Et on travaille là-dessus, et ça va être le défi pour les prochains 2 ans, et on a besoin de collaboration entre l'Europe et le monde entier en réalité. C'est de voir les exigences techniques pour avoir un réseau neuronal et comment on peut le tester et quels sont les outils standardisés. Et l'électricité, on a des voltmètres, on a des outils standards pour les tester, et on est d'accord que voilà le courant standard. Alors, est-ce qu'on peut créer des mêmes outils pour l'écosphère IA? Et ça, c'est vraiment le travail, la charge de travail qui a été mise sur notre table, et on travaille avec tout le monde, et quiconque peut se joindre à nous. Et je vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous pour nous aider là-dessus. Wendy. Les normes sont super. La question, c'est est-ce qu'on peut les mettre en place? Et aux États-Unis, on a plein de normes en place, mais vu qu'on ne savait pas comment traiter l'intégrité des données, on avait un problème. Une deuxième chose, c'est que l'IA va tellement vite que dans 2 ans, on aura des normes pour l'IA d'aujourd'hui, et dans 2 ans, l'IA de 2 ans aura évolué tellement que les standards, les normes d'aujourd'hui ne seront pas applicables aux normes. Et c'est ça le souci. Est-ce que vous avez pensé sur les données falsifiées il y a 1 an? Non. C'est un sujet tellement grand aujourd'hui. Juste 1 an. Wendy, avant vous parliez de la protection de données et de l'IA. Comment est-ce qu'on peut former l'IA de se protéger et de se défendre? De la même manière semblable, il faut faire un apprentissage machine adversarial. Comment il peut être
contenu. Et ensuite, on doit également trouver un autre mode d'apprentissage parce que l'environnement est tellement complexe et peut-être différents agents apprennent différents morceaux sur l'attaque. Donc, on veut comprendre, on veut pouvoir apprendre des attaques, des scénarios attaques et la voir un peu comme la biologie, comme la cellule est infectée par un virus. Si ça ne t'a pas tué, ça va se rappeler comment se défendre dans le futur. Donc, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer qu'on est exposé à tous les mauvais virus dans la mesure du possible pour pouvoir se défendre après. Ça, c'est une manière de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Je suis sûr qu'il y en a. Mais voilà, il faut, dans des universités, c'est là la collaboration est très importante. Et enfin, est-ce que les pays dans le monde veulent vraiment collaborer? Vous avez vu Mission Impossible, Death Reckoning. Quand il y a un IA qui peut tout contrôler, tout le monde cherche leurs propres intérêts. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de collaboration pour l'humanité? Je ne sais pas, j'espère. Un jour peut-être. Wait till you put your earpieces in. Thanks, guys. Ce qui me gêne, moi, quand on parle de manque d'explicabilité, d'un manque de régulation, un manque de transparence sur les IA, des problèmes d'empoisonnement, c'est que j'ai l'impression que souvent, c'est des excuses pour ne pas les implémenter dans une solution logicielle. Et beaucoup de gens vont te dire, mais l'explicabilité sur des boîtes noires, c'est pas possible, donc on l'a pas fait. Et nous, on a été hyper proactifs là-dessus. On s'est dit, on va prendre ce qu'on peut comme explicabilité, et c'est déjà ça. On va déjà y mettre ça. On va prendre les standards qu'on peut sur nos modèles et on va déjà faire ça. On va faire les inventaires de nos modèles, on va faire ça. On va utiliser de l'entraînement adversarial. C'est peut-être pas le top, mais on va le faire. Et pareil, on va utiliser de l'apprentissage fédéré. Oui, il y a des manières de corrompre l'apprentissage fédéré et puis d'apprendre des informations qu'il ne faut pas en utilisant l'apprentissage fédéré, mais on va faire ce qu'on peut. Donc j'aimerais qu'on ne prenne pas ces sujets de recherche qui sont complexes comme des excuses pour ne pas les implémenter. Une dernière question, parce que comme je l'ai dit, j'aurai que la salle aussi la possibilité de poser des questions. Une dernière question, elle sera pour vous, Vincent. Est-ce que pour mieux se défendre, l'entreprise doit se réorganiser et créer disons une espèce de task force qui soit en mesure, capable de répondre aux défis que pose l'IA? Et quand je parle de task force, c'est différents domaines de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement monsieur et madame sécurité qui s'en occupent. Oui, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur la collaboration et la transversalité. Aujourd'hui, vous avez un sujet de l'IA de confiance. Alors déjà, c'est un sujet qui est déjà assez multiforme parce que dans l'IA de confiance, vous avez des sujets qui sont des sujets de data science, voire d'éthique, les biais par exemple, l'explicabilité. Mais vous avez des sujets qui sont des sujets liés aux caractéristiques intrinsèques de l'IA, c'est-à-dire qui peuvent survenir même sans malveillance. Et puis vous avez des sujets potentiels qui penchent plutôt sur le côté cybersécurité avec des potentielles malveillances. Et là, on pense plutôt au ciseau qui est habitué à ce genre de choses. Vous avez évidemment les use cases métiers parce que ça est évident que suivant les use cases, la conséquence d'une attaque sur l'IA ou d'un dysfonctionnement de l'IA n'aura pas le même niveau de gravité. Donc on voit rapidement que dans l'entreprise, vous avez de multiples fonctions qui peuvent et qui doivent intervenir. Vous avez le CISO, vous avez le DPO, vous avez la direction juridique, vous avez la direction des risques, vous avez la direction de la conformité, vous avez le déontologue s'il y en a, ou la direction de l'éthique. Vous avez même le RSE aujourd'hui, puisqu'on commence à s'inquiéter des consommations énergétiques des IA lors de l'apprentissage, mais aussi lors de l'inférence. Donc, pour moi, il est évident que chacun doit prendre sa part pour arriver au meilleur équilibre entre on utilise, on s'arrête pas devant l'obstacle ou on n'utilise pas les craintes que l'on peut avoir pour ne rien faire, mais on avance en ayant le bon niveau de. Alors c'est le terme consacré, c'est aussi le by design qui est demandé aujourd'hui par l'IACT.
et qui est une bonne pratique au-delà d'être une exigence réglementaire. Mais voilà, aujourd'hui, j'aurais du mal à voir autre chose qu'une approche extrêmement transverse avec, alors appelez ça un comité, un task force, une communauté, une filière, je sais pas, mais de gens qui travaillent ensemble. Voilà, et chacun ayant son expertise, et personne n'aura une expertise totale et suffisante pour couvrir tous les sujets. Personne. Merci Vincent, merci à tous les quatre pour la très grande qualité de vos échanges. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a une question là-bas, il y a un monsieur. Voilà. Thank you. Hello. My name is Nicholas. I want to have an example. J'ai un exemple pour vous. J'ai un client, 40 personnes connectées au Wi-Fi. Ils ont juste demande d'accès à l'Internet pour leur entreprise. Est-ce que je devrais avoir peur pour ce que vous avez dit, le mauvais IA, pour mes clients? Et si oui, comment je peux les protéger? I think it's a question for you, Wendy. You spoke about pilot. Je pense que c'est pour vous, Wendy. Ou pour vous, William. Je sais bien. Vous avez 40 personnes qui travaillent pour vous, qui accèdent à l'Internet pour faire leur travail. Vous devrez continuer à faire votre travail avec une bonne politique de cybersécurité et pas vous inquiéter. Oui, il faut avoir une bonne politique de cybersécurité, mais il ne faut pas avoir peur, il faut vivre votre vie. Hein? Emmanuel, if you want to say something. Je voulais juste ajouter là-dessus, tout ce que nous faisons sur l'IA, ça se base sur tout ce qui a été fait sur la cybersécurité. Donc ça, c'est la première chose que vous devez être conscient. Il y avait des discussions semblables sur la cybersécurité, la naissance de l'Internet et tout ça. Donc la base, c'est une bonne sécurité, une bonne politique de cybersécurité, parce que tout ce qu'on fait est basé là-dessus. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça dépend si on va y répondre aujourd'hui ou dans 10 ans. À votre question. Donc aujourd'hui, je suis d'accord avec Wendy. Dans 10 ans, je ne suis pas sûr à 100%. On a eu ce cas déjà en une organisation où vous avez un exécutif qui n'est pas très dirigé vers la vie privée et il met tout sur YouTube et après on fait un clone de sa voix et quelqu'un appelle le département pour dire est-ce que tu peux, le département des finances pour dire est-ce que tu peux transférer ce montant-là, et voilà, ça c'est un peu la première vague. Les attaques sur les grandes organisations, des organisations pétrolières, énergétiques, mais également des personnes âgées, souvent. Des gens qui reçoivent des appels de leur petit-fils, qui les appellent parce qu'ils étaient dans un accident. Donc voilà, c'est des choses que les entreprises devront s'inquiéter dans le futur. C'est déjà arrivé avec des vidéos falsifiées et un employé à Hong Kong, et après la vidéo, il a transféré 25 millions de dollars américains. Et c'était une vidéo complètement fausse qui a été envoyée aux responsables financiers. Donc ma philosophie, c'est toujours, qu'est-ce que vous faites et quel est votre budget? Vous devez vraiment utiliser ce que vous faites comme levier pour créer un environnement sécurisé. Et dans un âge de IA, il ne faut pas avoir confiance des éléments numériques. Moi, j'ai parlé avec le département de la trésorerie. Comment est-ce que vous vous identifiez? Votre voix a été volée. L'IA peut déjà reprendre votre voix. Ils peuvent utiliser votre apparence dans une vidéo. Donc, votre vidéo, une preuve de vie à travers une vidéo, un téléphone, peut ne pas être vrai. Donc, comme les espions dans les films, ils disent Paris Paris au mois de printemps, c'est toujours ensoleillé, mais c'est pas vrai. Ou en Allemagne, c'est toujours de la neige. Une fois que vous avez des phrases comme ça, vous savez qui vous êtes et vous ne devez pas vous inquiéter de menaces numériques. Et c'est ce que je dis à ma famille et je pense que les entreprises doivent penser de la même manière. C'est un bon conseil. J'aime bien votre réponse et je suis d'accord avec vous. Ce que nous voyons pour le moment, c'est beaucoup de LLM qui seront utilisés
une fois, on pose une question et on a besoin d'une réponse immédiate. Et c'est la seule chance qu'ils ont. Mais on voit de plus en plus des LLM qui utilisent des agences. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont développer des stratégies et utiliser ces stratégies encore et s'améliorer sans perdre le contexte. Donc, si on dit à un IA, je veux trouver une manière d'extraire, de retirer de l'argent d'une personne et de le faire de manière qu'ils ne vont pas appeler leur responsable, sans appeler leur ami, sans vérifier. Et si ça c'est la stratégie, ils vont prendre le temps qu'ils ont besoin pour trouver l'argument psychologique pour pouvoir le faire et pour avoir suffisamment d'informations pour pouvoir le faire. Donc dire on doit toujours vérifier avec le responsable ou vérifier avec la personne, ce n'est pas toujours une mesure sûre. On pourrait avoir des IA qui vont avoir des stratégies tellement complexes qui vont vous permettre de le faire sans que vous passiez par la vérification. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de répondre? Non, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Thank you for the discussion. Merci pour ça. Wendy, je voulais m'assurer, ça peut faire peur, mais on doit vivre nos vies et trouver comment travailler dans cet âge. Ça peut faire peur, mais ça peut faire beaucoup de bien. L'IA peut vraiment aider le domaine de la santé, par exemple. Donc, il faut vraiment voir l'aspect positif de l'IA, se focaliser là-dessus. Et nous, ici, on se focalise sur comment sécuriser l'IA. Voilà, pour tout le monde. Merci. On peut applaudir.